La liberté, elle ne se divise pas. La liberté, elle ne se morcelle pas. La liberté, elle ne se sélectionne pas. Ce n'est pas le camp du bien contre le camp du mal. Ce n'est pas parce que quelqu'un je ne suis absolument pas d'accord et j'ai reçu des gens vraiment dont certaines idées ne m'allaient pas du tout, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas les entendre. Tout le problème est là. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où il y a vraiment le camp du bien et le camp du mal. Vous savez, Hitler et Churchill, etc., etc. C'est pas possible. Et donc, comme ces oligarques font des affaires avec le pouvoir en place, et nous sommes dans une France jacobine qui a besoin, effectivement, du pouvoir en place pour faire des affaires, eh bien, effectivement, il dit à leurs journalistes ceci. Or, et je ne dis pas, il y a des journalistes qui font formidablement leur boulot, encore parce qu'il ne faut pas généraliser, je déteste les généralisations, mais il y a un certain nombre de journalistes, vous savez, vous les regardez à la télévision, je ne nommerai personne, regardez bien quand vous êtes à la télévision, regardez le coup, regardez leur coup. Si vous voyez des rougeurs, c'est qu'ils ont abandonné le collier juste avant de rentrer en studio. Et la laisse, etc. Malheureusement, ça existe, et ce sont des gens, si vous voulez, qui sont effectivement tributaires économiquement, et voilà, ils obéissent. Donc ils obéissent à l'ordre établi, et donc on a un vrai problème de liberté d'expression. Mais heureusement, il y a encore une fois beaucoup de journalistes qui font leur métier, et puis dans les réseaux sociaux, vous avez cité un certain nombre de tribunes, vous avez cité un certain nombre de blogs, un certain nombre de chaînes YouTube, et bien il y en a, et heureusement qu'il y en a, ça fait une diversité formidable. Dans le contexte de cette guerre, justement, en Ukraine, c'est évidemment le sujet de la liberté d'expression. Alors, première question, quel regard tu portes sur la liberté d'expression en France, sur l'état de cette liberté d'expression? Est-ce que c'est un sujet qui t'inquiète? C'est un sujet qui m'inquiète de façon récurrente, c'est pas nouveau. Depuis, honnêtement, si on compare, et je pense, je suis pas un perdreau de l'année, ça ne m'a rajeuni pas, mais moi j'ai connu les années 70 où un certain Charles de Gaulle, effectivement, régnait. Or, à l'époque, il y avait effectivement à l'ORTF le fil rouge qui reliait Alain Perfit, ministre de l'Information, au rédacteur en chef. Mais la presse écrite, je rappelle qu'il y avait Harakiri, le nouveau Charlie Hebdo, il y avait l'anarchisme, il y avait une liberté absolument plus importante, mais nettement plus importante que celle qui est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous aviez encore des journaux qui appartenaient à leurs journalistes ou alors à des gens qui étaient formés dans le journalisme. Aujourd'hui, comme vous le savez, vous avez 7 personnes qui régentent absolument la presse écrite, voilà, oligarques, milliardaires, voilà, presse écrite, télévisée, radio, heureusement pas encore les réseaux sociaux, mais encore, et puis je ne parle pas du service public. Le problème de la liberté d'expression, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui était de 2 ordres, parce que c'est important de rappeler ça. Le journalisme, c'est le journalisme d'investigation. C'est important, l'éditorial, c'est très important, mais aller sur le terrain, et je ne rappellerai pas nos ancêtres, Albert Londres, Joseph Kessel, Pierre Schoenderfeld, Lucien Baudard, et j'en passe, et des meilleurs, qui allaient sur le terrain, mais on les laissait aller sur le terrain pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Moi, j'ai connu cette période à l'Express, dans les années 70, où je suis parti sur la route des fameux routards de l'après 68, je suis parti 4 mois. L'Express m'a envoyé 4 mois jusqu'à l'Afghanistan, jusqu'au Népal, etc. Et on revenait, mais je donnais 10 papiers. Aujourd'hui, au bout de 48 ans, on me dit « Coco, t'as rien ramené, ça va pas ». Pourquoi? Parce que ça a été repris par des contrôleurs de gestion. Ce qu'on appelle en anglais les cost killers, les tueurs de coûts. Donc, il y a eu ce problème-là qui est un problème économique, et puis un problème politique, à savoir qu'un certain nombre de personnes qui possèdent les médias sont liées, pas tous quand même, mais au gouvernement, n'importe quel gouvernement. Attention, gauche et droite confondues. Il faut pas se raconter des histoires là-dessus, c'est le pouvoir en place. Et donc, comme ces oligarques font des affaires avec le pouvoir en place, et nous sommes dans une France jacobine qui a besoin, effectivement, du pouvoir en place pour faire des affaires, eh bien, effectivement, il dit à leurs journalistes ceci. Or, et je ne dis pas, il y a des journalistes qui font formidablement leur boulot, encore parce qu'il ne faut pas généraliser, je déteste les généralisations, mais il y a un certain nombre de journalistes, vous savez, vous les regardez à la télévision, je ne nommerai personne, regardez bien quand vous êtes à la télévision, regardez le coup, regardez leur coup. Si vous voyez des rougeurs, c'est qu'ils ont abandonné le collier juste avant de rentrer en studio. Et la laisse, etc. Malheureusement, ça existe, et ce sont des gens, si vous voulez, qui sont effectivement tributaires économiquement, et voilà, ils obéissent.
Donc ils obéissent à l'ordre établi, et donc on a un vrai problème de liberté d'expression. Mais heureusement, il y a encore une fois beaucoup de journalistes qui font leur métier, et puis il y a dans les réseaux sociaux, vous avez cité un certain nombre de tribunes, vous avez cité un certain nombre de blogs, un certain nombre de chaînes YouTube, eh bien il y en a, et heureusement qu'il y en a, ça fait une diversité formidable. Alors j'ai quand même une question que j'aimerais te poser, c'est le fait que tu animes globalement, donc sur Sud Radio, je le disais, la dernière émission libre, politiquement incorrecte des médias dits mainstream, qui est d'ailleurs l'émission qui, selon moi, porte cette radio. Comment fais-tu pour te maintenir, cher André, et surtout comment se fait-il que tu sois peut-être aujourd'hui le seul journaliste libre des médias, ou presque le seul à animer en tout cas ce type d'émission pluraliste? Il n'y en a pas d'autres. Oui, alors peut-être pas le seul. Je dois dire en tout cas, soyons absolument clairs, Sud Radio, aujourd'hui, me laisse une liberté totale. D'ailleurs, je ne suis là-bas que pour cela. Et je dois reconnaître, il faut que je rende hommage, en tout cas à Sud Radio, depuis le début. De toute façon, ça fait 6 ans que je suis là-bas. Je n'ai jamais eu, en tout cas, un problème d'invité ou un problème de savoir de quoi je voudrais parler. Pour moi, c'est une condition sine qua non. Sinon, je ne serais pas là. C'est-à-dire que la liberté, elle ne se divise pas. La liberté, elle ne se morcelle pas. La liberté, elle ne se sélectionne pas. Ce n'est pas le camp du bien contre le camp du mal. Ce n'est pas parce que quelqu'un je ne suis absolument pas d'accord, et j'ai reçu des gens vraiment dont certaines idées ne m'allaient pas du tout, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas les entendre. Tout le problème est là. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où il y a vraiment le camp du bien et le camp du mal. Vous savez, Hitler et Churchill, etc., etc. C'est pas possible. La réalité n'est pas cela. Si vous mettez une espèce de bulle, vous mettez dans une espèce de bulle qui vous cache le réel, et vous dites, ah oui, mais le réel, j'en ai rien à faire, c'est mes lunettes qui comptent. Non, ce sont pas vos lunettes qui comptent, c'est le réel qui compte. Alors justement, tu parles de bulles, est-ce que tu n'as pas l'impression, malgré tout, quand même, que nous sommes des bulles, nous, sur Internet, ces chaînes YouTube, parce qu'aujourd'hui, ces médias mainstream, ils ont quand même encore une influence considérable. Bien sûr. Ou ils ne l'ont plus, selon toi? Ils l'ont, non, mais c'est évident. Quand on écoute les journaux télévisés, etc., c'est évident qu'ils ont une influence considérable. On écoute des choses, on va parler de Russie-Ukraine, il y a des choses très fortes. Et le problème, encore une fois, il faut le dire ici, je veux dire, le problème terrifiant, c'est qu'on manipule. C'est que moi, ce qui me met en rage, c'est qu'on veut se battre jusqu'au dernier Ukrainien. C'est que des gens qui ne font pas la guerre, qui sont chez eux, vont manipuler un certain nombre de gens, qui vont perdre leur vie, qui vont perdre leurs biens, etc. Au nom de quoi? Et on sait très très bien au nom de quoi. Au nom d'un certain nombre de marchandises et d'ordres, qu'ils soient mondiaux ou pas. C'est ça qui ne va pas. Et on ne peut pas laisser les gens dire n'importe quoi. Et je crois quand vous dites, bien sûr qu'il y a des bulles, on a chacun nos bulles. Mais nous, on jure sur le champagne. Vive les bulles. Mais on ne veut pas se contenter d'une bulle, on ne va pas s'enfermer dans une bulle, on regarde les autres, on les traverse et on les étudie. Alors, on va bien sûr revenir en longueur tout à l'heure, donc bien sûr sur ce conflit. Mais avant cela, quelques questions d'actualité, mon cher André. Tout d'abord, tu penses quoi des premiers mois du second mandat d'Emmanuel Macron? Ah, écoute, le second mandat d'Emmanuel Macron, c'est le premier mandat d'Emmanuel Macron. Ce qui est magnifique chez Emmanuel Macron, c'est que on prend les mêmes et on se recommence. C'est-à-dire le en même temps est devenu une espèce de religion. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau entre début 2017? Vous savez, moi j'avais raconté ça en 2017. D'ailleurs, depuis, je ne suis plus invité à France 2. J'avais raconté une anecdote. On ne te voit plus à LCI non plus. Non, LCI en ce moment, non. Je suis plutôt à CNews de temps en temps. Mais je vais vous dire, vous vous rappelez du discours de François Hollande en 2011 au Bourget? Je n'ai qu'un seul ennemi, c'est la finance. Cette finance qui n'a pas de visage, etc. Formidable. Or, il a rencontré la finance. Il s'est pacsé avec la finance. Il s'est même accouplé avec la finance. Et 9 mois après, qui est né? Le petit Emmanuel Macron. Fils naturel de Hollande et de la finance. Et ben voilà. Et ça continue encore et encore. Donc voilà. Ça n'a pas changé. Ça s'est même aggravé dans la mesure où on voit très bien aujourd'hui, il ne parle plus de la France, il ne parle que de l'Europe. Il ne parle plus il prend des partis où on se demande où il est. Voilà. Tu penses qu'il aura intérêt à dissoudre l'Assemblée nationale, comme il le laisse entendre? Est-ce qu'il va faire ce que Chirac avait fait en 97 pour amener Jospin pendant 5 ans? Non, il le fera pas, à mon avis. Il le fera pas, c'est très intéressant. Il fait sa petite... il dit, attendez, si vous ne... Mais il peut faire ce qu'il veut.
Aujourd'hui, écoutez, où sont les contre-pouvoirs en France? Il y a un pouvoir qui est l'exécutif. La preuve, Alexis Collère, son cerveau droit, est mis en examen. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, va nommer un président de la Cour de cassation qui va le juger. Eh ben, on s'en fout. Je les maintiens. J'en ai rien à faire. N'oubliez jamais que Emmanuel Macron est ce type qui a dit aux Parisiens, il a relu le texte, il n'a pas dit « j'emmerde les non-vaccinés ». Il a dit « j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés ». C'est-à-dire, quelque part, il y a une jouissance là-dedans. Un petit Caligula de sous-préfecture. Intéressant. Alors, les affaires Adrien Quatennens et Julien Bayou, qu'est-ce que ça dit de notre époque et des rapports hommes-femmes qui nous sont promis aujourd'hui, mon cher André Berkoff? Écoutez, moi, c'est très gênant, ce tribunal à la fois médiatico-politique. Enfin, mais nous avons un fou qui est un vil formidable, en la personne de Sandrine Rousseau. Elle est magnifique. C'est-à-dire que Sandrine Rousseau arrive à la télévision en disant « oui, il y a une femme qui m'a dit ça et ça et ça ». C'est peut-être vrai, mais enfin, attendez. Moi, je veux bien, et vous savez très bien ce que je pense c'est pas une question de gauche ou de droite. C'est que, est-ce que vous livrez au tribunal médiatique, dans l'instant, etc., tout ce qui se passe entre un couple. Alors, si la personne est reconnue comme étant brutale, etc., bien sûr qu'il faut la condamner. Et bien plus, la sanctionner très sévèrement. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce tribunal? On retrouve les sorcières de Salem. C'est-à-dire, on est prêt, allez, maintenant, je vais à la télévision, je dis, voilà, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. Autant je suis d'accord avec MeToo quand il s'agit de libérer la parole, autant quand il s'agit de faire un espèce de procès, mais vraiment public, devant des millions de personnes, comme ça, avec la personne qui ne peut plus parler et qui ne même peut plus se défendre. Ça me paraît, si vous voulez, vous savez ce qui me gêne là-dedans? C'est cet exhibitionnisme terrifiant. Alors, autant sur la justice, il faut être extrêmement impitoyable envers les hommes qui maltraitent leurs femmes ou leurs enfants ou qui que ce soit, ou vice-versa, ou les femmes qui... Autant quand même, il faut faire très attention à ne pas détruire un foyer, de ne pas détruire une réputation, de ne pas détruire quelqu'un et l'amener vraiment je vais dire, à la marginalisation la plus totale, quoi. Ça me paraît, moi, très gênant. Tu parles de l'importance que prend Sandrine Rousseau. Ça m'amène à te demander, est-ce que tu penses que l'échiquier politique, toi qui es un fin observateur, va évoluer dans les prochaines années, qu'on est arrivé à une sorte de point d'équilibre vers une sorte de tripartisme assez stable entre d'un côté la NUPES, Ensemble, Renaissance et puis le Rassemblement national? Un rassemblement. C'est-à-dire que, pour être un peu, peut-être je vais être schématique et choquer certains, depuis que les clowns font de la politique s'est très rapprochée du cirque. Il y a un problème, honnêtement, de qualité. Le niveau. Le niveau. Moi, je crois que c'est vraiment ça. Je crois que le vrai problème, il est que vous aviez des gens, à droite comme à gauche, qui avaient une culture... Oui, non mais Mitterrand, Charles Pasqua, Philippe Séguin, et puis beaucoup d'autres, Jean-Pierre Chevènement, etc., etc., on peut en citer des dizaines, qui avaient quand même une espèce de culture historique, qui avaient une culture intellectuelle, qui avaient une culture littéraire. Jean-Marie Le Pen, tu dirais? Jean-Marie Le Pen, oui, bien sûr, d'autres, qui avaient la distance. Là, il y a des gens qui entrent en politique comme ils entreraient dans un café, dans un McDo. C'est pas possible. C'est-à-dire aucune distance, aucun esprit critique, aucun sens des hiérarchies, aucune relativisation, aucun sens des proportions. Et donc on y va. Et puis alors on va, comme on dit n'importe quoi, puisqu'il y a toujours un micro qui se tend. Et moi, ce qui me gêne, honnêtement, c'est, je pense à cette phrase de Henri de Monterland dans La Reine morte, au duc de Ferrare, il disait « En prison, monsieur, en prison pour médiocrité ». Et ce qui me gêne vraiment beaucoup, et ce qui m'attriste, c'est la médiocrité. Ben, on peut l'applaudir. François Bayrou, possible candidat en 2027, ce serait peut-être le sauveur. Ça t'inspire quoi? Bon, ben là, je devine déjà ta réponse. Non, je vais être vulgaire, là. Hein? Je vais être vulgaire. Bah vas-y. Ben, mon grand-père me disait que le seul organe qui est vraiment au centre, c'est le trou du cul. Et les centristes, pour moi, pardon, je m'arrête là. Ça. J'ai dit que j'allais être vulgaire, mais tu nous avais prévenu. Du André Berkoff, en tout cas, la réponse est claire. Dernière question, qu'est-ce que tu penses sur la crise énergétique du nouveau slogan du gouvernement, le fameux « Je baisse » avec 2 S, « J'éteins, je décale ».
qui a dû nous être trouvé par un consultant de McKinsey, ou je ne sais qui. Est-ce qu'on va toujours 30 millions de dollars, bien sûr. Voilà. Non, alors moi, dans l'infantilisation. Pour moi, très sincèrement, c'est pas ça qui m'a convaincu. Moi, je vais vous dire, j'étais un peu insouciant, je pensais que tout ça n'avait pas d'importance. Mais quand j'ai entendu l'immense Bruno Le Maire, qui a dit, maintenant, il faut porter un col roulé. Alors là, j'ai dit, nous arrivons vraiment au visionnaire. Il faut porter un col roulé. Se défendre contre l'énergie, c'est le col roulé. Et quand j'ai vu Elisabeth Borne to be alive avec son anorak, c'est formidable. J'ai dit, ça, voilà, on a compris. D'ailleurs, je propose qu'on remette des gants extrêmement bien fourrés et des masques en laine. Attention, le masque doit être en laine, c'est fini les gars, votre petit masque, rien. Non, en laine. Non, on se bat. Ce qui est très bien, parce que je vous rappelle que c'est le même Bruno Le Maire qui a dit qu'il allait mettre à genoux l'économie russe. On a vu le résultat, je veux dire. Donc quand on est dirigé par des gens aussi visionnaires, aussi acérés... Tu penses que c'est nous qui pouvons être à genoux dans quelques temps? Quoi? On l'est déjà, si on l'est pas déjà? Écoutez, je ne sais pas, hein, vous avez vu ce qui se passe en Europe, on pourra en parler. On s'est tiré 2 balles dans le ventre. Faut quand même savoir qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, Eric, quand même, on se rappelle que nous achetons du pétrole à l'Inde. Le pétrole à l'Inde, c'est du pétrole russe qui a été vendu à l'Inde et sur lequel nous payons en plus une commission. Nous achetons, nous avons les écologistes au gouvernement, nous achetons du gaz de schiste aux États-Unis à 30% plus cher. Je veux dire, c'est fabuleux, quoi. Je veux dire, nous sommes vraiment des gens, c'est ce que j'appelle le cartésianisme français, quoi. Non, on veut pas ce gaz russe, bande de salauds, de fascistes, de réacs. Très bien, on veut pas. Mais alors, on veut quoi? Et le substitut. Et d'ailleurs, vous avez vu que Elisabeth Borne est en Algérie, et était là, au début de semaine. Et alors, c'est extraordinaire parce qu'il dit, on va retisser les liens. Mais le gaz, non, on n'est pas là pour le gaz. Non, pas du tout. On n'est pas allé pour le gaz. Mais qu'est-ce que vous racontez, le gaz? Alors qu'on les cherche partout. Et le rigolo, quand même, de tout ça, c'est que Biden et puis Macron sont allés en Arabie Saoudite, à l'OPEP. Et ils ont dit, écoutez, haussez un peu votre production, parce que franchement, l'OPEP a dit non. Non, Mohamed Ben Salman, non, mais écoutez, les prix, il faut qu'ils restent hauts, donc voilà. Donc, nous avons quelle politique? Nous avons une politique, c'est ce que j'appelle, cocu, battu, content. Dernière question, tu es l'un des seuls, si ce n'est le seul, je crois, journaliste à avoir interviewé Donald Trump, journaliste français, avant son élection. Maintenant qu'il est battu, quand tu vois l'état de Biden, est-ce que tu penses qu'est-ce qui serait passé si Trump avait été au pouvoir, et on va avoir des élections là bientôt. Est-ce que tu crois à un retour de Trump? Alors, c'est intéressant. Alors, je ne vais pas dire ce qui serait passé si Trump était au pouvoir, on va pas faire de politique-fiction, mais je pense franchement que Trump, par rapport à Biden, vous avez vu l'état de Biden quand même, c'est le seul qui a dit à la télévision, on lui demandait comment vous définirez l'Amérique, et il l'a dit, je crois que c'était une fake news, il a dit, je n'ai qu'un mot pour définir l'Amérique, c'est incapable, non mais vraiment, il a dit, c'est incapable de dire un mot. Bon, Biden, c'est formidable. Enfin, il est sénile total, et c'est derrière, c'est Obama et Clinton, qui tirent les ficelles. Trump, ce que je crois, si je l'aurais fait un deal, je crois, je ne vais pas parler à sa place, mais en bon businessman, il serait allé voir Poutine, il serait allé voir Zelensky en disant, écoutez les gars, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc sur le Donbass, tout ça, on discute. Et là, il y aurait beaucoup de choses à dire, d'ailleurs, parce que tout ça aurait pu être évité. Tu veux dire à la mode businessman? À la mode, qu'est-ce que vous voulez, et on discute. Et alors, je ne sais pas ce qui serait passé. En revanche, ce que je crois très important, c'est que pour moi, la date la plus importante, c'est le 8 novembre. Les élections du mi-terme, c'est à mi-mandat américain. Pourquoi? Parce que si les républicains reprennent la Chambre des représentants et le Sénat, la guerre s'arrête en 2 mois. S'ils ne reprennent pas, tout est possible, y compris le pire.